remarqué que beaucoup de nos entreprises fabriquent des choses pour vous, donc tout ce qui est métallique des hôpitaux, les lits d'hôpitaux notamment, en France, en Allemagne, en Suisse. On a des systèmes un peu hybrides où on va parler de l'apprenticeship, par exemple, en anglais, en Alberta, dans l'Ouest canadien. Et donc, c'est des systèmes où on va mélanger les deux, mais ici, on a deux dispositifs complètement séparés. Et on vit un peu avec ça. Puis, pour vous expliquer un petit peu la chose, c'est qu'effectivement, la différence entre la formation scolaire et l'apprentissage en milieu de travail, c'est qu'on a un périmètre de qualification qui est très large lorsqu'on parle d'une formation professionnelle. On va faire normalement une analyse de profession, comme on fait dans toutes les formations scolaires. Et on va déterminer, j'ai bien aimé, quelqu'un disait ce matin dans une conférence, si j'avais à te remplacer demain matin, explique-moi qu'est-ce que tu fais. Donc, c'est ça, c'est qu'est-ce que je fais. Alors, on parle de soudage ici, avec plusieurs procédés de soudage, de l'assemblage, de la préparation. Alors, qu'en usine, la préparation, ce n'est pas les soudeurs qui le font, mais dans la formation scolaire, c'est important de le faire. Bon. Comprenez un peu ce que je dis, en soins infirmiers, c'est la même chose. Par contre, quand on parle d'un programme d'apprentissage, on veut amener la personne au plein exercice de l'emploi. Donc, traditionnellement, quelqu'un sortait d'un DEP, l'employeur va dire, écoute, c'est rien. Oui, mais c'est parce qu'il vient d'apprendre un peu quelque chose aussi. Il y a vraiment un bagage qui est le périmètre de qualification. Mais avec le programme d'apprentissage, on va monter au plein exercice du métier au niveau des niveaux. En fait, on va monter au niveau de qualification. Ici, l'exemple, c'est qu'on va aller chercher un procédé de soudage, puis on va aller jusqu'à la maîtrise de ce procédé. Alors que quand on sort de l'école, je vais passer rapidement là-dessus, mais notre comité sectoriel, en fait, la fabrication métallique, traditionnellement, ce sont des entreprises où on a toujours appris sur le tas, d'une certaine façon. On avait un diplôme, on arrivait, puis on était jumelé à quelqu'un. On disait, écoute, si tu as des questions, tu vas voir un tel. Puis bon, advienne que pourra. Mauvais formateur, mauvais coach, je ne sais pas ce que ça donnait avec un bon soudeur, mais toutes sortes de combinaisons. Nous, on a formalisé un peu ces choses-là en développant justement des programmes d'apprentissage. Quand on fait des programmes d'apprentissage, c'est aussi compliqué que de développer des programmes scolaires et c'est basé sur des normes professionnelles qui sont déterminées par l'industrie. Donc, on a 16 normes, nous, en banque, 23 carnets. On a parlé de certificat de qualification professionnelle. On en a 27. On a eu de 2012 à 2016 des projets de qualification de main-d'œuvre parce que souvent, le comité sectoriel a accès en fait, à des fonds pour aider les entreprises à qualifier les travailleurs. On va prendre l'exemple des journaliers ou des manœuvres, peu importe, et dire écoute, j'aimerais faire un soudeur avec cette personne-là parce que l'intérêt pour le métier, on est capable d'aller chercher du financement. Donc, de 2012 à 2016, on a eu 19 projets, dont 14 formations diplômantes. Avec des partenaires. On a commencé à faire un seul projet en 2013-14 d'affinage. Un peu par hasard. On cherchait à adjoindre du financement à une formation qualifiante parce que souvent, les employeurs vont dire écoute, ça me fait plaisir d'embarquer dans ta formation, mais j'ai des coûts liés à ça, parce que j'ai une compensation qui va arriver d'une certaine façon. Et ça a été une des premières fois où on a essayé de mélanger les deux. Ça a donné des bons résultats, mais jusqu'à 2015-16, on n'a rien fait parce qu'on avait beau en parler, ça décollait pas. On a fait un premier projet pilote, en fait, Marie-André qui a quitté l'Éducine d'ailleurs, qui est c'est le CINIC, excusez. Projet pilote avec le CINIC en Beauce, qui a été déclenché par le ministère de l'Éducation ici au Québec, pour dire, écoutez, ils sont allés se promener en Europe. On dit, l'approche duale, c'est intéressant. On veut essayer de régler la pénurie de main-d'œuvre. On pourrait peut-être faire des alternances à 50% du temps entre l'entreprise et l'école. Donc, premier projet pilote démarré. Nous, on est allé chercher sans financement. En fait, les entreprises ont décidé d'autofinancer d'une certaine façon. Dans ce cas-là, les entreprises payaient les gens seulement lorsqu'ils étaient en entreprise.
faut comprendre que dans la formation professionnelle en général, la clientèle, c'est une clientèle qui revient sur le marché de la formation. C'est des gens qui avaient quitté généralement. Clientèle de 25 à 45 ans qui revient souvent avec des responsabilités financières. Si on leur offre une formation qui est intéressante, il n'y a aucun attrait financier, aucun support financier, ils vont dire écoute, c'est très intéressant, mais je ne peux pas. Et en 2019, c'est comme ça. En 2015-16, relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises. En fait, au Québec, on avait une loi qui disait si vous avez une masse salariale de 1 million et plus, vous devez faire 1% de cette masse salariale-là en formation. Et en 2015-16, le gouvernement a augmenté le seuil, ce qui fait que les petites entreprises n'étaient plus assujetties à cette loi-là. Et fiscalement, les entreprises qui ne faisaient pas 1% de formation et qui devaient le faire ne s'en sortaient pas. Ils faisaient un chèque à Revenu Québec à la fin de l'année pour la différence. Okay. Et en voyant ça, le gouvernement a créé un fonds additionnel parce qu'il disait je vais avoir moins d'entrée d'argent de gens qui n'ont plus besoin d'en faire. Et donc, je vais créer un fonds additionnel, je vais mettre à l'époque 10 millions par année pour encourager justement des nouveaux programmes qui pourraient inclure des stages prolongés en entreprise, en lisant une parenthèse duale, par exemple. Donc, on a commencé à avoir accès du financement pour faire ce genre de choses-là. Il y a eu aussi des appels de projets par le ministère de l'Éducation auprès de la commission scolaire pour développer des projets pilotes, justement. Ils appelaient ça l'apprentissage accru en milieu de travail. Et ils ont lancé en 2016-17, ça c'était les libéraux qui étaient en pouvoir, le lancement d'un programme de subvention, code et l'acronyme pour des programmes de courte durée qui pouvaient être financés. Courte durée, entendons-nous, un DEP de 1800 heures, c'était courte durée pour donc, le comité sectoriel, depuis lors, on est allé chercher environ 50% de tous les projets qui ont été financés par le gouvernement du Québec. En gros, quand on va chercher un projet comme ça, on va chercher un financement d'environ 15 000 $ de remboursement salarial pour chacun des travailleurs qui participent au projet, en plus de d'autres frais. Si on parle d'un diplôme d'État, déjà, le ministère de l'Éducation paye pour donner, dispenser la formation, mais nous, on compense en plus le salaire des travailleurs. Actuellement, dans la machine, on a 11 projets qui sont en allumage, je vais vous en parler un petit peu plus loin, avec 8 commissions scolaires dans 7 régions, et 3 DEP, 3 AEP. Donc, on a énormément de demandes parce que, effectivement, nous, on a la chance d'avoir des métiers qui sont dispersés à la grandeur du Québec, à peu près uniformément. Les 2 plus grandes régions industrielles dans notre cas sont Montréal et la Montérégie, mais il y en a partout. Et aussi, on a des écoles qui donnent des formations scolaires correspondantes partout, ce qui n'est pas le cas dans tous les secteurs. Donc, c'est assez particulier. Constat et opportunité, évidemment. Bon, les programmes étaient déjà existants, je viens de vous en parler. Complémentarité entre les 2 dispositifs. On a des formations scolaires, puis on a une librairie de programmes de compagnonnage qui sont déjà développés. Sont tous les 2 basés sur l'approche par compétence. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est les mêmes analyses de profession d'un côté comme de l'autre. Les DEP sont offerts dans toutes les régions, etc. Vous êtes capable de voir un peu l'ensemble des choses, mais beaucoup d'éléments intéressants du constat. Et les opportunités, évidemment, pour nous, c'était de dire pourquoi ailleurs, en Amérique du Nord, en Europe, il existe certains éléments qui permettent effectivement aux gens de faire l'apprentissage, mais de le faire en mode alterné, vraiment sur des grandes périodes, entre l'entreprise et l'école, et d'avoir un diplôme scolaire, en plus d'avoir un certificat de qualification professionnelle, donc qui leur donne plus d'intelligence au travail parce qu'ils développent des capacités qu'ils n'auraient pas eu l'occasion de faire s'ils étaient uniquement restés
en milieu scolaire. De toute façon, les gens vont avoir accès à la présentation. Non, oui, à la fin du colloque. OK. Donc, le contexte de rareté de main-d'œuvre disait qu'on a des taux de chômage épouvantablement bas. Donc, les employeurs, à ce moment-là, commencent tout juste à sortir du paradigme de dire « Ah, je vais engager quelqu'un qui a toute l'expérience. Puis, en quelques jours, il va être autonome et je n'aurai pas besoin de m'en occuper. » Ça ne fonctionne pas, ça n'existe pas, à moins de voler un candidat chez un concurrent qui n'est pas très bon. Donc, les employeurs sont prêts à prendre en charge les coûts de formation, à jouer un rôle accru dans la formation des stagiaires. Les apprentis sont majoritairement de nouveaux employés recrutés, malheureusement. Et on a posé la question aux employeurs, pourquoi vous ne prenez pas vos gens internes que vous connaissez? On parle de gens qui ont des bons savoir-être, qui ont vraiment de l'ambition. Ils disent, écoute, je suis déjà en pénurie, 15 personnes. Comment tu veux que je libère quelqu'un de mon équipe pour le faire?